Alors bonsoir à tous, je m'appelle Arnaud Aquin, je dirige en fait un studio et une agence positionnée sur ce qu'on appelle le transmédia storytelling. J'espère qu'à la fin des 10 minutes, vous comprendrez un petit peu mieux de quoi on parle. J'enseigne aussi cette matière en différentes écoles comme Kedge, INSEC, à l'Université de Bordeaux 3. Et je suis ce soir ici au titre de président d'un tout nouveau cluster économique qui s'appelle le cluster aquitain du transmédia storytelling. Voilà, dont on a déjà l'équivalent dans d'autres régions, et la région Aquitaine a décidé de soutenir la création d'un cluster qui a pour vocation de rapprocher la filière numérique, donc on est là pour parler de digital, mais aussi de rapprocher la filière numérique de la filière audiovisuelle. On a un peu parlé de brand content tout à l'heure. On se rend compte que le développement de la vidéo pour les marques est quelque chose de très important. Et on se rend compte aussi, dans le domaine des médias, que le rapprochement du numérique et des contenus audiovisuels, là je parle de séries, de films, sont en train de bouleverser à la fois les modèles économiques et les modèles de consultation des contenus sur Internet. Oula, changement de typo, changement de décor. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte assez particulier. On peut considérer un petit peu que le monde a tendance à devenir, avec le développement du numérique, de plus en plus publiphobe. On met en place sur nos navigateurs ce qu'on appelle des ad blockers, qui vont cacher les publicités digitales. La loi française, vous le savez tous bien ici, en matière de communication viticole, elle n'arrange rien. On s'aperçoit aussi qu'on est dans une numérisation croissante des usages, on en a parlé tout à l'heure, donc je passe très vite là-dessus. Malgré tout, on observe quand même qu'on a un large besoin d'humanisation. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi digital, on tweet, on publie, etc. Mais d'un autre côté, on ne s'est jamais autant rassemblé. Et la preuve, ce soir, vous avez l'occasion, en tant qu'expert du marketing ou digital, de vous retrouver. Et vous ne vous en privez pas. Donc il y a quand même cette ambiguïté qui se rejoint dans ce qu'on observe en matière de transmédia storytelling. Juste un exemple. Un grand nombre d'entre vous connaissent la série Game of Thrones. Donc là, on est dans le domaine de l'audiovisuel, voire du digital pour ceux qui consomment la série de manière numérique. La série et HBO ont décidé d'aller au-devant de leur public en créant une expo itinérante qui vient vous présenter les décors, les objets de Game of Thrones. Cette expo, elle s'ouvre à guichet fermé. Il y a une queue énorme, quels que soient les pays où elle se joue. Ça montre bien ce besoin qu'on a d'aller au contact des choses physiques, même si à l'origine elles sont numériques ou digitales. Et on a besoin aussi de vivre ce qu'on appelle des expériences. Goûter un vin, c'est une expérience. Aller dans un château, c'est une expérience. Aller découvrir le lieu où est né ce vin. Et si aujourd'hui le no-tourisme se développe autant, c'est peut-être pas un hasard, c'est qu'on a aussi besoin de ça. Donc, ce soir, on parle de transmédia storytelling. En France, on a tendance à utiliser uniquement le mot transmédia. Ça fait référence à une chose, c'est aujourd'hui, on se rend compte que les usages en matière de consommation médiatique ont complètement changé avec le développement du numérique et l'arrivée des nouveaux écrans. Je vais juste vous donner un chiffre. Aujourd'hui, devant une télévision, entre 60 à 70% des téléspectateurs regardent le programme avec un autre device dans la main ou sur les genoux, une tablette, un téléphone ou un laptop. Donc ça, c'est quelque chose de très courant. Les opérations dans la vie quotidienne, vous les faites en utilisant de manière séquentielle les devices, c'est-à-dire que vous allez consulter un horaire de train sur votre smartphone, et puis en rentrant chez vous, vous allez commander le billet sur votre ordinateur. Voilà. Donc on jongle en permanence d'un device à un autre. On commence une tâche sur un device, on le termine sur une autre. D'ailleurs, le nouveau système d'Apple jongle là-dessus aussi et permet, quel que soit le device qu'on utilise, de continuer sur un ordinateur ce qu'on a démarré sur sa tablette, par exemple. Donc ça, c'est plus particulièrement le mot transmédia, notre capacité aujourd'hui à être multi-device et à les utiliser de manière séquentielle ou complémentaire. Et puis, les Anglais, eux, quand ils utilisent le mot transmédia, ils n'utilisent jamais le mot transmédia sans le mot storytelling. Parce que pour eux, raconter une histoire sur différentes plateformes, ça va de soi. C'est-à-dire ça ne sert à rien de multiplier les contenus, de mettre la même chose sur différents médias. L'important, c'est d'avoir une cohérence et de raconter une histoire, une belle histoire si possible, et de créer des contenus, on va revenir à la définition de transmédia après, de répartir ces contenus-là sur les différents médias. Cette fascination pour les belles histoires, on l'a depuis tout petit. Avant de s'endormir, en général, c'est votre maman ou votre papa qui vous racontait une histoire pour que vous puissiez passer une bonne nuit. Bon, après, c'était Disney. Aujourd'hui, c'est Pixar. Donc, on a tous ce besoin qui vient de notre enfance d'écouter et d'entendre des belles histoires. Bien sûr, la forme qu'on donne à ces histoires, elle change. Aujourd'hui, elle devient interactive. Mais néanmoins, on est toujours beaucoup plus attentif quand quelqu'un nous parle en racontant une anecdote, quelque chose de son passé,
plutôt que de balancer un PowerPoint avec des bullet points, comme je suis en train de le faire, parce que, en fait, notre cerveau agit différemment selon si je vous fais passer une information factuelle avec des graphes, des statistiques, comme c'était le cas avant, c'est pas du tout une critique, hein, mais dans ce cas-là, c'est une certaine partie de votre cerveau qui va s'activer. Si je vous raconte une histoire qui est liée à mon enfance, ou qui est liée à un accident que j'ai eu il y a quelques mois, etc., pour bien me comprendre, une autre partie de votre cerveau va se mettre en route et va puiser au fond de votre propre histoire des éléments de référence pour vous mettre en empathie avec ce que je suis en train de vous raconter. Et ça, le fait que votre cerveau travaille quand je vous raconte l'histoire, ça va faciliter la mémorisation de l'information que je suis en train de faire passer, la mémorisation de l'histoire que je suis en train de vous raconter. Si, en plus, l'histoire que je vous raconte, à travers une vidéo ou à travers un texte ou même à travers une photo, génère chez vous des émotions, c'est double bingo, puisque ces émotions, quand vous percevez une information au moment où vous vivez des émotions, cette information, elle s'ancre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement dans votre cerveau. Il y a une petite étude assez rigolote qui a été faite, où on a mis en fait, des couples de célibataires sur différents ponts, au moment d'une première rencontre, en leur demandant d'entrer en relation et, si possible, de démarrer une histoire. Et on a mis un panel au milieu d'un pont de pierre tout à fait fixe et classique. Et on a aussi généré des rencontres sur un pont suspendu, exposé à des grands vents, donc avec quelque chose de très stable. Et en fait, on a observé que statistiquement, les couples qui s'étaient rencontrés dans cette situation un peu extrême, génératrice d'émotions, se sont beaucoup plus facilement rapprochés que les couples qui s'étaient rencontrés sur le pont de pierre. C'était peut-être pas le pont de pierre qu'il y a là, mais en tout cas, c'était un pont tout à fait classique. Donc ça montre bien l'importance des émotions dans notre capacité à recevoir et à mémoriser les informations. Donc, si je dois donner une définition du transmedia storytelling, je dirais la chose suivante, c'est que le transmedia storytelling, c'est une façon de raconter une histoire et de créer un univers narratif cohérent en déployant des contenus narratifs distincts, donc ce pas les mêmes, et complémentaires sur différentes plateformes médiatiques. Ça, c'est assez nouveau parce que longtemps en publicité, on vous a répété il vous faut un positionnement, il vous faut un claim, une accroche, et ça, il va falloir le répéter pour l'ancrer dans la tête des gens. Aujourd'hui, ça, c'est de moins en moins valable, parce que les gens, au bout d'un moment, ils vont mettre en place des filtres pour ne plus s'exposer à cette communication-là. Et de plus en plus, on va essayer de les faire travailler intelligemment, ce public, pour reconstituer eux-mêmes ce puzzle de contenu qu'on va créer autour de la marque. Alors bien sûr, il faut être attractif, il va vous falloir des contenus pertinents, il va vous falloir des belles histoires et des mécaniques pour inciter le public à passer d'une plateforme à une autre, mais en tout cas, ce sera au final plus efficace. Donc le storyteller, celui qui va inventer l'histoire, et l'architecte transmédia, celui qui va composer en fait ce paysage de médias et de supports complémentaires sur lequel on va renvoyer et sur lequel on va créer des passerelles, ils vont inciter conjointement le public à reconstituer ce puzzle narratif de façon ludique, participative et interactive. Donc là, j'ai utilisé 3 mots. Ces 3 mots, ils sont, à mon avis, très symboliques de la convergence et du rapprochement qui est en train de se faire aujourd'hui autour des marques de différents domaines d'activité. J'entends par domaine le cinéma, l'entertainment, le jeu vidéo et l'information, le journalisme. Les marques sont de plus en plus conscientes que pour faire passer leurs histoires, elles doivent faire appel à ces mécaniques qui sont utilisées dans d'autres domaines. Donc dans le domaine du marketing, aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, on parle de plus en plus de gamification, par exemple. Pour mettre en place des serious games ou des jeux sur mobile pour des marques, on va faire appel à des game designers, des gens qui ont l'habitude de faire du jeu vidéo. Pour raconter de belles histoires, et c'est le cas chez nous à l'agence, plutôt que de faire appel à un concepteur-rédacteur qui, lui, a l'habitude, assez rapidement, par rapport à un positionnement de marque, de vous tomber une affiche avec des mots, avec des images, on va faire appel à un scénariste de télévision qui, lui, aura une approche complètement différente, va s'intéresser bien sûr à votre histoire, va s'intéresser à l'univers qu'elle peut générer, mais va être en capacité de créer une histoire à travers différents arches narratifs qui va pouvoir se déployer dans la durée. Parce que c'est bien de trouver une histoire, mais il faut que cette histoire, elle puisse être intéressante sur la durée, au cas où elle plairait au public. Là, je me mets dans la position des chaînes de télévision. Qu'aujourd'hui, les séries, elles sont faites pour capter un public et être ensuite déployées sur différentes saisons. Alors, ce qui est intéressant, c'est de raisonner d'un point de vue marketing et de vous dire,
Et si ma marque, en fait, était une série TV? Alors, c'est la première fois que je fais cet exercice pendant une conférence, mais je me suis dit que c'était intéressant de concevoir ça. Parce que créer une série télé, c'est élaborer une histoire, c'est avoir des personnages forts, et vous avez ici, au sein de vos châteaux, au sein de vos institutions, forcément des gens qui sont intéressants. Ça peut être parfois, c'est un petit peu plus people comme approche, mais ça peut être des égéries, ça peut être aussi le créateur du vin, le winemaker, et c'est à travers ces gens-là qu'on va raconter cette histoire ou faire reposer une histoire. Ça peut être aussi des gens qui sont reconnus pour leur expertise, même s'ils ne sont pas nécessairement intégrés au château. On verra un exemple tout à l'heure avec le comité de la capsule éteint. C'est aussi avoir des décors emblématiques. Alors, dans le domaine du vin, moi, quand j'étais gamin, il y avait vraiment une campagne que j'adorais. Pourtant, je n'étais pas amateur de whisky. C'est les campagnes du clan Campbell. Parce qu'il y avait un tel travail sur l'image, sur la photo. Je suis sûr que vous avez tous en tête ces campagnes-là. Il y avait un tel travail sur la photo qu'il suffisait de voir le visuel pour imaginer toute l'histoire qui va derrière. Et limite, moi, c'était ma position, moi, je me sentais frustré qu'on ne me raconte pas d'histoire derrière ce visuel-là. Je m'attendais à ce qu'on me déploie un Highlander ou une série et qu'on me raconte vraiment toute cette histoire-là. Et la publicité n'est pas dans ce trip-là, elle n'est pas dans ce format, elle est dans les formats très courts, elle ne raconte pas des histoires. Tout ça, c'est en train de se transformer aujourd'hui. Tous les mois, aujourd'hui, on a une marque qui nous commande une web-série. Ils veulent raconter une histoire autour de leurs produits, pas nécessairement dans le vin, mais ça peut être aussi dans le vin, et ils veulent déployer cette histoire-là. Bon, c'est pas facile à faire, des fois c'est pas toujours un succès, des fois ça sert à rien de faire ça, mais en tout cas c'est une approche qui mérite d'être étudiée, qui peut être intéressante. Donc les décors, c'est pas forcément un château en Écosse, mais ça peut être votre domaine, votre château. Et ce qui est intéressant, j'ai parlé tout à l'heure d'expérience, ces décors, c'est aussi à vous de les mettre en scène pour que l'expérience de votre consommateur soit totale du début jusqu'à la fin. J'entends par début l'achat de la bouteille dans un hypermarché ou chez un caviste, en passant par la dégustation, ce moment bien particulier. Il peut se passer des choses pendant ou avant une dégustation. Je vais juste citer un exemple. Imaginez qu'on mette une puce RFID dans la capsule et il suffit d'approcher son téléphone de la bouteille sans rien faire et faire apparaître une vidéo qui va vous raconter par le propriétaire l'histoire du vin. Voilà. Donc ça, je pense qu'à terme, on y arrivera d'ici 1 ou 2 ans. On découvrira l'histoire d'un vin comme ça, sans application mobile particulière, ça sera beaucoup plus simple, et ça permettra de parler de la bouteille qu'on vient de poser sur la table. Mais cette expérience, si on a vraiment aimé le vin, elle peut se continuer lors de la visite de la propriété. Et ça, tout le travail sur vos propriétés en matière d'œnotourisme, votre propriété est un média à part entière. Et vous allez pouvoir raconter une histoire au sein de votre propriété, à travers vos visites, à travers la scénographie. Donc là, j'utilise un mot qui est beaucoup plus courant chez CapScience et dans les musées, ce mot de scénographie, mais pourtant, je trouve qu'il a tout à fait sa place dans un parcours œnotouristique, et tout ça contribue à une expérience globale. Il faut que j'aille... Ah ouais, c'est super chaud. Bon, je vais le zapper, celui-là. Je vais aller aux exemples, parce que finalement, c'est ce qui est le plus rigolo. Un exemple très rapide, bon ça vous le connaissez tous, de succès d'un point de vue storytelling, d'histoire, de mélange entre le milieu du vin et l'histoire. Aux dernières Vinitic, on avait évoqué la possibilité d'utiliser ces mécaniques-là d'un point de vue marketing avec une application mobile, je ne vais pas revenir dessus. Et là, je vais vous donner un exemple d'une marque de vodka, ce n'est pas un vin, je suis désolé, mais l'exemple me semblait intéressant. Une marque de vodka dont le positionnement est... on est la vodka qui rend les gens ordinaires extraordinaires. Voilà, ça c'est leur positionnement. Et en fait, ils ont mis en place toute une campagne qui va raconter, qui va prendre des gens vraiment atypiques du pays de Finlande et de Norvège, qui va les mettre en scène à travers un film qui, moi, est très intéressant, un format un petit peu long. Et ensuite, ces histoires vont être déployées sur les autres plateformes, sur les réseaux sociaux. Je vous montre le film, c'est un peu mon plaisir. Ça marche pas comme ça sur un PC. Ça marche comment d'ailleurs? Je vois pas le player. Il a été fait sur Mac et... Ah d'accord, ok. Non, c'est bon. Ah, je voulais appuyer pour monter le son et ça a arrêté le... Ça a coupé tout. Bon, on touche pas au son. Ah non, effectivement, le son... Non, c'est pas grave.
Voilà, donc ce film un petit peu long a été uniquement diffusé sur YouTube, il n'est pas passé en télé, hein, donc il y a une grosse campagne digitale pour créer du trafic sur le film. Vous avez vu l'atypicité des personnages, et chaque personnage constitue une histoire de personne extraordinaire qui à l'origine est une personne plutôt ordinaire. Ces histoires, elles ont été déployées sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Facebook. Là vous voyez des petits formats d'images Facebook que j'ai compilés sur le slide, où on raconte qui est cette personne. Et vous avez vu dans le film, chaque personne est associée à un verbatim, une phrase qui lui est associée. Sur les réseaux sociaux, chaque personne est associée à un cocktail à base de vodka qui reflète la personnalité de cette personne-là. Et on déploie l'histoire comme ça, jusqu'à la déployer sous la forme du produit, pour raconter et faire passer les valeurs qui sont les valeurs de la marque. Donc ça, c'est un premier exemple. Je ne sais pas s'il me reste un peu du temps. Non, mais... Non. Genre au point où on en est. Voilà. Essayer de... Bon, je vais non, je vais quand même le montrer celui-là. Il est bien. Ah oui, il faut le montrer celui-là. Ouais, donc là c'est un cas particulier. Bon, vous savez tous ce que c'est qu'une capsule en étain. Donc c'est une matière qui est noble, qui se positionne très haut de gamme. Et quand le comité de la capsule étain est venu nous voir en disant comment on peut communiquer sur notre marque, comment on peut expliquer que nos capsules elles sont comme ci, comme ça, on leur a dit finalement, est-ce que vous êtes certainement techniquement légitime pour dire ça, mais est-ce que ce sera payant si c'est vous qui racontez le truc? Est-ce qu'on n'a pas une histoire à raconter? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de la faire raconter par quelqu'un qui va être tout à fait crédible pour raconter ça, et qui va pouvoir le raconter avec une certaine force, sans qu'on lui dise ce qu'il doit dire. Alors, je tiens à apporter cette précision, parce que la personne qui va parler après, que vous connaissez certainement, n'a absolument pas été briefée sur le sujet. La campagne qui accompagnait ça, qui est une campagne de pub classique, reposait sur le parallèle entre l'artisan qui fabrique cette capsule étain, qui travaille la matière brute, qui est l'étain, et le winemaker, qui travaille une autre matière brute, qui est le terroir, qui est le raisin. Et tout ça donnera lieu à un film institutionnel qui rassemble les deux. Mais ce que je vais vous montrer, c'est le film qui raconte l'histoire. C'est un film de brand content qui a été diffusé et qui n'est pas là. Il était avant. Ah, il est là, pardon. Ouais, oui, voilà. Autant pour moi. Alors j'espère que vous allez entendre ce qui se dit.
je suis vraiment né au milieu C'est des un peu vignes. l'effet écran noir. Là. J'y ai grandi, donc c'était Il y a pas très d'image. passionnel depuis longtemps. Bon, bah, je vis ma vie de vigneron tous les jours quand je suis Voilà. ici. De toute façon, j'avais programmé des tweets. Si vous suivez le Naturellement, hashtag Vinitique, la normalement, vigne vous avez les produit liens des pour aller raisins. voir. Mais après, Tu peux peut-être dire qui c'est quand même. Alors, en fait, c'était le propriétaire d'Angelus qui raconte avec, franchement, si moi j'avais dû écrire les textes d'un spot publicitaire, je ne l'aurais pas mieux fait. Il raconte avec ses mots pourquoi il utilise des capsules éteintes et en fait, il fait le parallèle entre son vin et ses exigences sur son vin et l'exigence qu'ont les fabricants sur la capsule. C'est vraiment bien fait. Tout ça a été fait en quelques prises. Et donc, on raconte la capsule éteinte à travers une saga de films comme ça. On va chercher la championne du monde, la sommelière championne du monde. On va chercher l'œnologue de Château Lafite. Et chacun raconte avec ses mots ce qui est pour lui la capsule éteinte et pourquoi c'est intéressant de travailler les capsules éteintes. Voilà. Bon, voilà. Je dis juste un petit mot peut-être sur le cluster. Non, oui, non. J'en ai parlé. Voilà. Si vous voulez plus d'infos sur le cluster, vous allez sur le-4.fr. Merci.